Florence Duret observa son reflet dans le miroir de la salle de bain, cherchant des traces de la femme qu'elle était autrefois. À 33 ans, elle se sentait devenue invisible dans sa propre maison. Pas invisible comme une femme négligée par un mari violent ou cruel. Non, invisible comme un meuble qu'on ne remarque plus, comme un tableau accroché depuis si longtemps qu'on oublie qu'il existe. Son mariage était mort, pas dramatiquement, pas dans les cris ou les larmes. Il était mort doucement par asphyxie, étouffé sous le poids des habitudes et de l'indifférence polie. Elle descendit à la cuisine de leur appartement parisien et prépara 2 tasses de café. Une habitude. Benoît Laville, 38 ans, son mari depuis 7 ans, ne lui demandait plus jamais si elle voulait du café. Il ne lui demandait plus rien d'ailleurs. Il supposait, il présumait, il fonctionnait en pilote automatique. « Merci », marmonna-t-il en entrant, déjà habillé de son costume sombre, consultant son téléphone. Même pas un regard pour elle, même pas un bonjour avant le merci machinal. Florence le regarda boire son café en lisant ses emails, debout près du comptoir. Quand avait-il cessé de s'asseoir près d'elle pour prendre le petit déjeuner? Quand avait-il cessé de lui raconter ses rêves de la nuit? Quand avait-elle cessé d'exister pour lui autrement que comme une colocataire efficace? « Tu rentres à quelle heure ce soir ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Tard. Dossier important. » Il ne précisa pas lequel. Il ne précisait plus jamais, comme si sa vie professionnelle était un territoire interdit où elle n'avait plus le droit d'entrer. Il posa sa tasse vide dans l'évier, même pas dans le lave-vaisselle, juste dans l'évier, pour qu'elle s'en occupe plus tard, et se dirigea vers la porte. « Bonne journée !» lança-t-il sans se retourner. La porte claqua. Florence resta seule, avec le silence et cette sensation familière d'étouffement. Elle prit la tasse sale de Benoît et la lava mécaniquement. Combien de fois avait-elle refait ce geste? Combien de matins identiques avait-il vécu? Son téléphone vibra. Sa sœur Camille. « Salut ma belle, ça va ?»« Mon mariage est mort », répondit Florence sans préambule, surprenant par sa franchise. Un silence. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien, justement. Il ne se passe plus rien, Camille. Nous sommes devenus 2 étrangers polis qui partagent un appartement et des factures. » Florence s'installa dans le salon, entourée de ses outils de restauration de livres anciens. Qu'ironie cruelle. Elle passait ses journées à redonner vie à des objets morts, mais ne savait plus comment ranimer son propre mariage. « Raconte-moi, » dit doucement Camille. Ce matin, comme tous les matins depuis je ne sais plus combien de temps, Benoît a bu son café en lisant ses emails. Il ne m'a pas regardé une seule fois, pas une fois, Camille. Il m'a dit merci pour le café que je n'avais pas proposé de lui faire. Il m'a annoncé qu'il rentrerait tard, sans me demander si j'avais prévu quelque chose, et il est parti en me souhaitant bonne journée, comme on le dit à sa femme de ménage. Et toi, tu lui as dit quoi? Rien. Je lui ai demandé à quelle heure il rentrait, comme une secrétaire qui vérifie son agenda. Florence se leva et marcha vers la fenêtre. Dans la rue, elle vit un couple de jeunes gens qui se tenaient à la main en riant. Quand Benoît et elle avaient-ils ri ensemble pour la dernière fois? Quand s'étaient-ils tenus la main? Quand l'avaient-il embrassé autrement que du bout des lèvres en partant au travail? Florence, vous vous disputez au moins? Non, c'est ça le pire. Nous ne nous disputons jamais. Nous ne nous touchons jamais non plus. Nous ne faisons l'amour que... Elle s'interrompit, réalisant soudain. En fait, nous ne faisons plus l'amour. Depuis quand déjà? 3 mois? 4? Ma chérie? Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas qu'il ne m'aime plus, c'est qu'il ne me voit plus. Hier soir, j'ai changé de coiffure. J'ai coupé mes cheveux de 10 cm. Il ne s'en est même pas aperçu. Ce matin, je portais une robe qu'il aimait beaucoup avant. Rien. Pas un regard, pas un commentaire. Les larmes montèrent, mais Florence les ravala. Elle avait dépassé le stade des pleurs. Elle était entrée dans celui de la résignation froide. Et le pire, Camille, c'est que je commence à ne plus le voir non plus. Hier, il s'est coupé en se rasant. Il y avait du sang sur sa serviette. Avant, j'aurais couru voir s'il allait bien. Hier, j'ai juste pensé qu'il faudrait que je mette la serviette à tremper. Florence, mon mariage est un cadavre qu'on promène. Nous faisons semblant d'être un couple devant les autres, mais nous sommes juste 2 personnes qui ont oublié comment être ensemble. Elle raccrocha et resta immobile dans le salon silencieux. Sur la cheminée, leur photo de mariage la narguait. Cet homme qui la regardait avec tant d'amour, cette femme qui riait aux éclats, qui étaient-ils? Des acteurs qui avaient joué un rôle si bien qu'ils s'étaient convaincus eux-mêmes? Florence prit la photo et la retourna face contre le marbre. Elle ne supportait plus de voir ce bonheur révolu qui lui rappelait à quel point elle était devenue étrangère à sa propre vie. Son mariage était mort. La question n'était plus de savoir comment le sauver.
La question était de savoir si elle aurait le courage de l'enterrer. 3 jours passèrent dans la même mécanique froide. Florence commençait à dresser mentalement la liste des preuves que son mariage avait cessé d'exister. Preuve numéro 1. Benoît ne fermait plus la porte de la salle de bain quand il se douchait, non pas par intimité retrouvée, mais par pure indifférence. Comme si elle était devenue aussi invisible qu'un chat domestique. Preuve numéro 2. Il répondait à ses messages professionnels pendant le dîner, les rares fois où ils dînaient ensemble, sans même s'excuser. Il lisait, tapait, fronçait les sourcils, complètement absent de leur table, de leur appartement, de leur vie commune. Preuve numéro 3. Quand sa mère appelait et demandait à lui parler, Benoît prenait le téléphone et sortait de la pièce, comme si Florence n'était plus assez proche de lui pour entendre ses conversations familiales. Ce dimanche matin, Florence décida de faire un test. Elle prépara des croissants maison, ceux que Benoît adorait pendant leurs premières années de mariage. Elle dressa la table du petit déjeuner avec la nappe brodée de sa grand-mère, alluma une bougie, prépara du vrai café dans la cafetière italienne. Benoît descendit à 9 heures, déjà habillé pour partir au bureau. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, en voyant la table dressée, l'air plus agacé que touché. « C'est dimanche. Je pensais qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble. J'ai du travail. Tu le sais. » Il attrapa une pomme dans la corbeille à fruits et se dirigea vers la porte. « Les croissants ont l'air bons. Garde-m'en un pour ce soir. » Il partit sans même goûter, sans s'asseoir, sans voir l'effort qu'elle avait fait. Florence souffla la bougie et rangea tout en silence. Elle avait eu sa réponse. L'après-midi, elle se rendit à la bibliothèque de la famille Laville, son refuge. Entre ses murs chargés d'histoire, elle se sentait moins fantôme. Les livres, au moins, réagissaient à ses soins. Ils reprenaient vie sous ses doigts experts. Elle s'installa à la grande table de travail et sortit un manuscrit du XVIIIe siècle. En l'ouvrant, une photographie glissa entre les pages et tomba au sol. Florence se pencha pour la ramasser et se figea. C'était une photo d'eux, prise 3 ans plus tôt lors d'un week-end en Normandie. Ils étaient sous la pluie, trempés mais hilars, et Benoît la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Elle riait, la tête renversée en arrière, ses cheveux collés sur son visage mouillé. Cette photo avait dû tomber d'un livre qu'elle avait restauré. Benoît l'avait probablement glissée là et oubliée, comme il avait oublié tellement de choses qui les concernaient. Florence fixa cette image d'un bonheur révolu. Cet homme sur la photo était-il vraiment devenu l'étranger qui vivait sous son toit? Cette femme insouciante était-elle vraiment devenue cette épouse invisible qu'elle était aujourd'hui? « Tu travailles le dimanche maintenant ?» La voix de Benoît la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, sa veste de costume sur le bras, l'air fatigué. « Oui, j'avais envie de tranquillité. » Il s'approcha et Florence glissa rapidement la photo sous d'autres papiers. Mais quelque chose dans son geste attira l'attention de Benoît. « Qu'est-ce que tu caches ?»« Rien, Florence. » Sa voix était plus ferme. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle hésita, puis sortit la photographie. Benoît la prit et resta silencieux un long moment, ses traits se durcissant progressivement. « Où tu as trouvé ça ?»« Elle est tombée de ce manuscrit. Tu avais dû la glisser là. » Il observa la photo comme s'il regardait des étrangers. Aucune émotion ne traversa son visage. Aucune nostalgie, aucune mélancolie. « C'était il y a longtemps, » dit-il simplement en la reposant sur la table. « 3 ans, Benoît, pas 30, 3 ans. C'est une éternité. » Cette phrase frappa Florence comme une sentence. Pour lui, leur bonheur passé appartenait déjà à une autre vie, à d'autres personnes qu'il n'était plus. « Tu te souviens de ce week-end » insista-t-elle. Vaguement. Il consulta sa montre. « Je vais rentrer. Tu viens ?»« Dans un moment. » Il hocha la tête et repartit vers la porte. Puis, comme s'il se souvenait soudain des règles de politesse conjugale, il se retourna. « Au fait, ma mère nous invite à dîner samedi prochain. J'ai dit qu'on viendrait. »« Tu as dit qu'on viendrait sans me demander ? Tu n'avais rien de prévu, si ?» Cette phrase résuma tout. Il organisait leur vie sociale sans la consulter, partant du principe qu'elle n'avait pas d'existence propre, pas d'envie, pas d'agenda personnel. « Non, » répondit-elle, « je n'avais rien de prévu. »« Parfait. 19h30. » Il partit, la laissant seule avec la photographie. Florence la reprit et caressa du doigt le visage de l'homme qu'il avait un jour regardé avec tant d'amour. Où était-il passé? Était-il mort comme leur mariage? Ou dormait-il quelque part, attendant qu'on le réveille? Elle pensa à la phrase de Benoît. 3 ans, c'est une éternité. Pour lui peut-être, mais pour elle, ces 3 années de bonheur étaient hier. Et elle était en train de comprendre qu'elle ne pourrait pas continuer à vivre avec le fantôme de l'homme qu'elle avait épousé. En rangeant ses affaires, Florence prit une décision. Elle allait parler à Benoît.
vraiment parler. Pas de ces conversations polies et creuses qu'ils échangèrent depuis si longtemps. Elle allait lui dire que leur mariage était mort et lui demander s'il voulait essayer de le ressusciter ou s'il préférait qu'il l'enterre définitivement. Parce que continuer cette comédie de couple était en train de la tuer, elle aussi. Florence rentra de la bibliothèque avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. La photographie dans son sac semblait peser des tonnes, preuve tangible que leur amour avait existé, qu'il n'était pas le fruit de son imagination. Elle trouva Benoît dans son bureau, installé derrière son ordinateur portable, des dossiers étalés partout. Même à la maison, même le dimanche soir, il travaillait. Quand avait-elle cessé d'être plus intéressante que ses affaires juridiques? « Benoît, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux, l'air agacé d'être dérangé. Cette expression d'impatience qu'elle connaissait par cœur désormais, celle qu'il réservait aux interruptions non essentielles. « Maintenant, j'ai un plaidoyer demain matin. Tu as toujours un plaidoyer, Benoît, ou un dossier urgent, ou une réunion importante. » Florence s'assit dans le fauteuil face à son bureau, ignorant son soupir d'exaspération. « Quand as-tu du temps pour moi? Pour nous? » Florence, ne commence pas. Tu sais que cette période est chargée. Quelle période? Ça fait 2 ans que chaque période est chargée. Il referma son ordinateur avec un claquement sec, le geste d'un homme qui accepte à contre-cœur de perdre du temps précieux. Que veux-tu que je te dise? Que j'arrête de travailler? Que j'abandonne le cabinet que j'ai mis 10 ans à construire? Je veux que tu me regardes quand je te parle. Vraiment me regarder. Benoît la fixa, mais son regard était celui qu'il aurait porté sur une cliente difficile. Poli, professionnel, détaché. « Voilà, je te regarde. Qu'est-ce que tu veux ?» Cette question la frappa de plein fouet. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait retrouver l'homme qu'elle avait épousé. Elle voulait qu'il s'intéresse à sa journée. Elle voulait qu'il remarque quand elle changeait de coiffure. Elle voulait qu'il la touche autrement qu'accidentellement, en se croisant dans le couloir. « Je veux savoir si tu es heureux, » dit-elle finalement. La question le prit de court. Son masque professionnel vacilla une seconde. « Qu'est-ce que ça veut dire? Es-tu heureux avec moi? Avec nous? Avec cette vie qu'on mène ?» Benoît se frotta les tempes, signe qu'il réfléchissait ou qu'il cherchait une réponse diplomatique. « Je ne suis pas malheureux. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Florence, où veux-tu en venir ?» Elle sortit la photographie de son sac et la posa sur le bureau entre eux. Benoît la regarda comme si c'était une pièce à conviction dans un procès qu'il préférerait éviter. « Tu te souviens de cet homme sur la photo? C'est moi. Non, cet homme me regardait comme si j'étais précieuse. Cet homme riait avec moi. Cet homme me touchait, me parlait, s'intéressait à ce que je pensais. » Sa voix se brisa légèrement. « Où est-il passé ?» Benoît resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce, mais ses mots furent comme des coups de poignard. « Nous avons grandi, Florence. Nous ne sommes plus des gamins qui dansent sous la pluie. Grandir ne signifie pas mourir, Benoît. Que veux-tu que je fasse? Que je fasse semblant d'avoir 25 ans? Que je néglige mes responsabilités pour jouer au couple parfait? Je veux que tu me voies, vraiment. Pas comme une colocataire pratique, pas comme la femme qui fait le café et paie la moitié des factures. Comme ta femme, tu es ma femme. Non, je suis ta épouse légale. C'est différent. » Cette distinction le fit tressaillir. Florence vit quelque chose bouger dans son regard, de la surprise, peut-être même de la douleur. « Florence, hier j'ai pleuré dans la douche, » continua-t-elle, déterminée à aller au bout de sa vérité. « Tu sais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que si je mourais demain, tu ne remarquerais ma disparition qu'au moment de payer les factures. Tu exagères. Vraiment? Dis-moi alors, quelle était la couleur de ma robe ce matin? » Benoît ouvrit la bouche puis la referma. Il ne savait pas. Il ne l'avait même pas regardée. « Dis-moi ce que j'ai mangé au petit déjeuner. Dis-moi la dernière chose que je t'ai racontée sur mon travail. Dis-moi quand nous avons fait l'amour pour la dernière fois. » Chaque question était une gifle silencieuse. Benoît baissait progressivement la tête, comme un accusé qui réalise l'étendue de ses crimes. « Tu ne sais pas, » murmura Florence. « Tu ne sais rien de ma vie parce que tu n'y es plus. Je suis là tous les soirs. Ton corps est là. Toi, tu es ailleurs, avec tes dossiers, tes clients, ton téléphone. » Benoît se leva brusquement et fit quelques pas vers la fenêtre. De dos, il paraissait plus vulnérable, moins sûr de lui. « Qu'est-ce que tu veux, Florence? Que je change toute ma vie? Que j'abandonne ma carrière? Je veux que tu me choisisses. Parfois. Que tu choisisses nous. Parfois. Je pensais que c'était ce que je faisais en construisant cette vie stable, cette sécurité. La sécurité ne remplace pas l'amour, Benoît. » Il se retourna vers elle et pour la première fois depuis longtemps, elle vit de la confusion dans ses yeux. Comme s'il découvrait qu'il avait passé des années à résoudre la mauvaise équation. « Je ne sais plus comment faire, » avoua-t-il dans un souffle.
Cette confession inattendue toucha Florence plus profondément que toutes les excuses qu'il aurait pu formuler. C'était la première fois qu'il admettait sa part de responsabilité, sa propre perte. « Moi non plus, répondit-elle. Je ne sais plus comment nous faire redevenir nous. » Ils restèrent face à face dans le bureau silencieux, séparés par quelques mètres qui semblèrent des kilomètres. Deux naufragés sur des îles différentes qui venaient enfin d'admettre qu'ils étaient perdus. « Florence, dit finalement Benoît, si on essayait. » Essayez quoi? De se retrouver, de redevenir. Il regarda la photographie. De redevenir eux. Pour la première fois depuis des mois, Florence sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Pas de l'espoir, pas encore, mais peut-être la possibilité de l'espoir. « Il faudrait que tu le veuilles vraiment, » dit-elle. « Pas juste pour éviter un divorce compliqué ou pour faire plaisir à ta mère. Vraiment. Je le veux. » Les mots tombèrent entre eux comme une promesse fragile. Florence ne savait pas encore si elle y croyait, mais c'était un début, un tout petit début. Le réveil sonna à 7 heures, comme chaque lundi matin. Florence ouvrit les yeux et regarda le plafond, se demandant si la conversation de la veille n'avait pas été un rêve. À côté d'elle, Benoît dormait encore, le visage détendu, presque vulnérable dans le sommeil. Elle se leva doucement et descendit à la cuisine. Peut-être que tout recommencerait comme avant, la routine, l'indifférence, les gestes mécaniques. Peut-être que les promesses de la veille s'évaporeraient avec les premières responsabilités du jour. Elle prépara le café et attendit. À 8 heures précises, Benoît descendit. Florence retint son souffle, observant chacun de ses gestes. Il s'arrêta en la voyant assise à la table, 2 tasses fumantes devant elle. « Tu m'as préparé du café ?» demanda-t-il, comme si c'était la première fois, comme tous les matins depuis 7 ans. Il rougit légèrement, réalisant qu'il venait de prouver exactement ce qu'elle avait dit la veille. Il ne la voyait plus vraiment. « Florence, Il s'assit en face d'elle, geste qu'il n'avait pas fait depuis des mois. « Hier soir, après notre conversation, je n'ai pas réussi à dormir. Moi non plus. J'ai repensé à ce que tu as dit. Tu as raison. J'ai arrêté de te voir. » Sa voix était hésitante, comme s'il marchait en terrain miné. « Et cette robe, elle est bleue, bleu marine avec de petits boutons nacrés. » Florence leva les yeux, surprise. Il l'avait regardée ce matin. Vraiment regardée. « Tu l'as remarqué. J'ai décidé de te remarquer. » Il prit sa tasse, mais au lieu de la porter immédiatement à ses lèvres, il la garda entre ses mains. « Florence, je sais que ça ne va pas effacer des mois d'absence, mais je veux essayer. Comment? Je ne sais pas encore. Mais pour commencer, » il sortit son téléphone et, sous le regard ébahi de Florence, l'éteignit complètement. Pas d'email pendant le petit déjeuner, pas de messages urgents, juste nous. Ce geste simple frappa Florence plus fort qu'une déclaration d'amour. Depuis quand n'avait-elle pas eu l'attention entière de son mari pendant un repas? « Raconte-moi ta journée d'hier, » dit-il. « À la bibliothèque, qu'est-ce que tu restaurais ?» Florence hésita, étonnée par cette question qu'il ne lui avait pas posée depuis si longtemps. « Un journal intime du 19e siècle, une femme de ta famille, Éloise Laville. Elle écrivait sur son mariage. Et ça parlait de quoi? De la difficulté d'aimer quelqu'un qui s'éloigne, de la peur de perdre ce qu'on a construit ensemble. » Benoît hocha lentement la tête, comme s'il comprenait enfin le parallèle. « Et elle s'en est sortie? D'après les dernières pages que j'ai restaurées, oui, mais ça a pris du temps, et de la patience, de part et d'autre. » Ils burent leur café en silence, mais ce n'était plus le silence lourd et gêné d'avant. C'était un silence de réflexion, presque apaisé. « Florence, » dit finalement Benoît, « si je rentrais plus tôt ce soir, vers 19 heures, on pourrait dîner ensemble, vraiment ensemble. Tu n'as pas de dossier urgent? J'en ai toujours, mais hier, tu m'as fait réaliser que j'en aurai toujours. Si j'attends d'avoir fini tous mes dossiers pour avoir du temps pour toi, j'attendrai toute ma vie. » Cette phrase résonna dans la cuisine, comme une révélation. Florence sentit quelque chose se dessiner en elle. Pas encore de l'espoir, mais quelque chose qui y ressemblait. « D'accord, » dit-elle simplement. Benoît se leva pour partir, puis s'arrêta. Il revint vers elle et, maladroitement, déposa un baiser sur son front. Un vrai baiser, pas le petit bisou machinal qu'il lui donnait en partant. Un baiser qui disait « Je te vois, tu existes, tu comptes. À ce soir », murmura-t-il. Après son départ, Florence resta assise à la table, touchant inconsciemment l'endroit où il l'avait embrassée. C'était un petit geste, mais après des mois de désert affectif, il résonnait comme une promesse. Elle passa la journée entre espoir et méfiance. Et s'il oubliait? Et si un client important appelait? Et si ce n'était qu'un feu de paille, né de la culpabilité du moment? À 18h30, son téléphone vibra. Un message de Benoît.
Je pars du bureau dans 10 minutes. Tu veux que je passe chez le traiteur italien? Florence fixa l'écran incrédule. Il pensait au dîner, il pensait à elle. Il n'avait pas oublié. Prends leurs raviolis aux champignons, répondit-elle. Ceux qu'on prenait avant. Ceux de nos premiers rendez-vous? Exactement ceux-là. À 19h15, Benoît franchit la porte avec un sac du traiteur et une expression presque timide. « Je suis en retard de 15 minutes, dit-il. « Pardon. » Florence sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui adressait depuis des semaines. « Tu es en avance de 3 heures par rapport à d'habitude. » Ils dressèrent la table ensemble, geste simple qui leur parut étrangement nouveau. Benoît alluma même une bougie qu'il avait achetée en chemin. « J'ai pensé que ça rendrait le moment plus... » Il chercha ses mots. « Plus nous. » Pendant le dîner, il lui posa des questions sur son travail, sur ses projets, sur ce qu'elle pensait. Des vraies questions, pas les « ça va » automatiques d'avant. Il écouta ses réponses, commentait, s'intéressait. « J'avais oublié à quel point tu es passionnante quand tu parles de tes livres, » dit-il à un moment. « J'avais oublié que tu savais m'écouter, » répondit-elle. Vers 22 heures, alors qu'il finissait de débarrasser, Florence se rendit compte qu'ils venaient de passer 3 heures ensemble, sans qu'il regarde une seule fois son téléphone, sans qu'il mentionne le travail, sans qu'il s'éclipse dans son bureau. « Benoît? Oui? Merci. Pourquoi? Pour avoir essayé, pour avoir tenu ta promesse. » Il s'approcha d'elle et, cette fois, il ne se contenta pas d'un baiser sur le front. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa doucement sur les lèvres. Un baiser tendre, hésitant, comme s'il se redécouvrait. Quand ils se séparèrent, Florence vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'y avait pas vu depuis longtemps, de l'émotion pure sans masque professionnel. « C'est un début ?» demanda-t-elle. « C'est un début » confirma-t-il. Et pour la première fois depuis des mois, Florence s'endormit ce soir-là en pensant que peut-être, leur mariage n'était pas complètement mort. Peut-être qu'il était juste endormi, attendant qu'on le réveille. 3 jours. Ils avaient tenu 3 jours. 3 jours de petits déjeuners partagés, de questions sincères, de baisers tendres avant le départ au travail. 3 jours où Florence avait osé croire que Benoît pouvait vraiment changer, qu'il pouvait réellement se retrouver. Puis arriva ce jeudi soir. Florence l'attendait depuis 20 heures, le dîner refroidissant dans les assiettes. Elle avait même acheté du vin, préparé son plat préféré, ce coq au vin qu'elle réussissait si bien et qu'il adorait autrefois. Les bougies qu'elle avait allumées se consumaient lentement, créant des flaques de cire sur la nappe. 21 heures, toujours pas de nouvelles. À 21h30, son téléphone vibra enfin. « Désolé, dossier de dernière minute. Je mange sur place, ne m'attends pas. » Pas d'explication, pas d'excuse véritable. Juste l'annonce sèche qu'il l'abandonnait encore une fois pour son travail. Florence fixa le message, sentant une colère froide monter en elle. Plus froide et plus dangereuse que toutes celles qu'elle avait pu ressentir. Car cette fois, elle avait espéré. Cette fois, elle avait cru à ses promesses. Elle souffla les bougies d'un geste brusque et jeta le dîner à la poubelle. Puis elle monta se coucher sans l'attendre. Benoît rentra vers minuit. Elle l'entendit monter l'escalier, s'arrêter devant leur chambre, hésiter. Puis il continua vers la chambre d'amis. Même lui savait qu'il avait franchi une ligne. Le lendemain matin, Florence était déjà partie quand il se leva. Elle avait laissé un mot froid sur la table de la cuisine. « Partis tôt à la bibliothèque, clé chez Camille si tu rentres avant moi. » Quand Benoît arriva au cabinet ce matin-là, il trouva Florence qui l'attendait dans le hall d'accueil, droite comme un cierge, le visage fermé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, surpris et visiblement mal à l'aise. « Il faut qu'on parle, maintenant. »« Florence, je suis au travail, je ne peux pas. »« Non. » Sa voix claqua dans le hall feutré, faisant se retourner la réceptionniste. « Cette fois, c'est moi qui ne peux pas. Je ne peux plus. » Benoît regarda autour de lui, gêné par la situation. Il la prit par le bras et l'entraîna vers une petite salle de réunion vide. « Tu ne peux pas débarquer ici comme ça, » dit-il en fermant la porte. « Ah non? Et toi, tu peux me faire attendre 3 heures avec un dîner qui refroidit après m'avoir promis que les choses changeraient ?» C'était exceptionnel. Un client important avait... « Stop !» Florence leva la main. « Arrête, ne me mens pas. Ne te mens pas à toi-même. Je ne mens pas. J'avais vraiment... » Tu sais quoi, Benoît? Je m'en fiche. Je me fiche de ton client important, de ton dossier urgent, de tes excuses. Tu veux savoir pourquoi? Elle fouilla dans son sac et en sortit son téléphone, affichant une photo. Parce que hier soir, pendant que tu travaillais si dur, ta secrétaire a posté ça sur Instagram. Benoît blêmit en voyant la photo. On y voyait l'équipe du cabinet dans un restaurant huppé, en train de célébrer une victoire judiciaire. Et là, au premier plan, Benoît riait aux éclats, un verre de champagne à la main, l'air détendu et heureux.
Florence, ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que je crois, Benoît? Que tu as menti? Que tu as choisi de fêter avec tes collègues plutôt que de rentrer dîner avec ta femme? Que toutes tes belles promesses n'ont duré que 3 jours? Nous avions gagné une affaire importante. L'équipe voulait célébrer. Et moi? Est-ce que tu as pensé à moi une seule seconde? Est-ce que tu t'es dit que peut-être, ta femme qui t'attendait à la maison méritait de connaître tes joies aussi? Benoît se tut, comprenant qu'il ne pouvait pas se défendre. Florence avait raison, et ils le savaient tous les deux. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» continua-t-elle, les larmes menaçant de déborder. « Ce n'est pas que tu aies menti, c'est que tu aies eu l'air si heureux sur cette photo, plus heureux que tu ne l'as jamais été avec moi ces derniers mois. » Cette phrase le frappa comme une gifle. Benoît regarda de nouveau la photo et réalisa avec horreur qu'elle avait raison. Il souriait sur cette photo, d'un sourire qu'il n'avait plus partagé avec Florence depuis longtemps. « Florence? Non? Laisse-moi finir. » Elle essuya rageusement une larme qui avait réussi à s'échapper. « Mardi soir, quand tu m'as embrassé, j'ai cru que nous avions une chance. J'ai cru que tu voulais vraiment essayer. Mais hier soir, j'ai compris quelque chose. Quoi? Que tu ne choisis pas de m'ignorer. Tu choisis de ne pas me choisir. Et c'est pire. » Benoît sentit quelque chose se briser en lui en entendant ces mots, car ils étaient d'une justesse cruelle. « Tu étais heureux hier soir, » continua Florence, « vraiment heureux, avec tes collègues, dans ton élément, célébrant tes succès. Et moi, j'étais à la maison avec un dîner froid et des bougies qui se consumaient, en me demandant si j'allais passer le reste de ma vie à t'attendre. Ce n'est pas... Si, c'est exactement ça. » Elle ramassa son sac. « Et tu sais quoi? Je ne t'attendrai plus. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Florence le regarda droit dans les yeux, et il y vit une détermination qu'il ne lui connaissait pas. « Je veux dire que je ne jouerai plus à ce jeu. Je ne ferai plus semblant de croire à tes promesses. Je ne passerai plus mes soirées à espérer que tu daignes rentrer. » « Florence, ne dis pas ça. Pourquoi? Ça te dérange que je ne sois plus disponible à ta convenance ?» Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Tu sais ce qui me tue, Benoît? C'est que je t'aime encore. Malgré tout, je t'aime encore, mais je ne peux plus aimer toute seule. » Elle sortit, le laissant seul dans la salle de réunion, avec la photo de son bonheur d'un soir qui venait de détruire les fragiles fondations de leur réconciliation. Benoît s'effondra sur une chaise, réalisant avec une clarté douloureuse qu'il venait peut-être de perdre définitivement la seule personne qui comptait vraiment, et cette fois, il ne savait même pas par où commencer pour la reconquérir. Florence ne rentra pas à la maison ce soir-là. Elle avait appelé Camille depuis un café près du cabinet de Benoît, les mains tremblantes, la voix brisée. « Je peux dormir chez toi ce soir? Je ne peux pas le voir maintenant. » « Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? » Il a recommencé, exactement comme avant, comme si nos 3 jours n'avaient jamais existé. Camille habitait un petit appartement à Montmartre, avec vue sur les toits de Paris. C'était là que Florence se réfugia dans le canapé-lit du salon, entourée des livres de sa sœur et du ronronnement du chat roux, Voltaire. « Tu lui as dit que tu venais ici ?» demanda Camille, en lui apportant une tisane. « Non, j'ai juste laissé un mot. Je ne rentrerai pas ce soir, ne m'attends pas. C'est méchant, pas plus que ce qu'il m'a fait. » Camille s'assit près d'elle sur le canapé. À 40 ans, elle avait vécu assez d'histoires d'amour pour reconnaître les blessures profondes. « Florence, tu l'aimes encore. Ça ne suffit plus. Parfois, l'amour a besoin qu'on se batte pour lui. Je me bats depuis des mois, toute seule. » Florence serra la tasse chaude entre ses mains. « Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est qu'il était vraiment heureux sur cette photo. Spontanément heureux. Quand est-ce qu'il a été comme ça avec moi pour la dernière fois? Peut-être qu'il ne sait plus comment être heureux avec toi. Alors pourquoi rester marié? » Cette question résonna dans le petit salon, lourde de conséquences. Florence réalisa qu'elle venait de formuler à voix haute ce qu'elle pensait depuis des semaines. Pendant ce temps, dans leur appartement du 6e arrondissement, Benoît tournait en rond comme un lion en cage. Il avait trouvé le mot de Florence vers 20 heures, et depuis, il ne tenait plus en place. Il avait essayé de l'appeler. Messagerie. Il avait envoyé des textos. Pas de réponse. Il avait même appelé Camille, qui avait décroché et raccroché immédiatement en entendant sa voix. À 22 heures, il était assis dans son bureau, fixant la photo sur Instagram qui avait tout déclenché. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu sourire ainsi alors que sa femme l'attendait à la maison? Il repensa à leur conversation de la semaine précédente, aux promesses qu'il avait faites. 3 jours. Il n'avait tenu que 3 jours avant de retomber dans ses vieux démons. Son téléphone sonna. Le cœur de Benoît bondit, espérant que ce soit Florence. C'était sa mère. « Benoît, j'appelais pour confirmer le dîner de samedi. Florence et toi, vous venez toujours ?» Benoît ferma les yeux. Le dîner familial qu'il avait organisé sans consulter Florence.
Encore une preuve de son égoïsme. « Maman, il y a peut-être un problème ?» « Quel genre de problème ?» Florence et moi, nous traversons une période difficile. Le silence qui suivit fut éloquent. Marguerite Laville était une femme perspicace qui avait remarqué la distance grandissante entre son fils et sa belle-fille lors de leur dernière rencontre. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle sans détour. « Pourquoi tu penses que c'est moi ? Parce que tu es exactement comme ton père, et que j'ai mis 20 ans à lui faire comprendre qu'une épouse n'est pas un meuble qu'on range dans un coin. » Cette comparaison fit mal à Benoît. Son père, qu'il admirait tant pour sa réussite professionnelle, avait effectivement négligé sa famille. Sa mère avait souvent été seule pour élever les enfants, pour gérer la maison, pour vivre sa vie. « Maman, Florence est une perle, Benoît. Si tu la perds, tu ne t'en remettras jamais. » Après avoir raccroché, Benoît resta immobile dans le silence de l'appartement. Pour la première fois depuis des années, il prit vraiment conscience de ce silence. Pas le silence paisible qu'il appréciait après une journée de travail, le silence de l'absence, le silence d'une maison où il n'y avait plus qu'une seule personne pour vivre. Il monta dans leur chambre et s'arrêta devant la commode où trônait leur photo de mariage, celle que Florence avait retournée l'autre jour. Il la redressa et observa leur visage radieux. « Qu'est-ce qu'on est devenu ?» murmura-t-il au couple souriant. Le lendemain matin, Florence se réveilla sur le canapé de Camille avec un mal de tête terrible. Elle avait mal dormi, hantée par des rêves où elle errait dans des couloirs vides, cherchant quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. « Tu vas retourner chez toi ?» demanda Camille en lui apportant du café. « Je ne sais pas. J'ai peur de craquer si je le vois. J'ai peur de retomber dans l'espoir. Et si tu n'y retournes pas, alors c'est fini, vraiment fini. » Florence but son café en regardant par la fenêtre les toits parisiens baignés de soleil matinal. Quelque part dans cette ville, Benoît se préparait pour aller au bureau. Pensait-il à elle? Regrettait-il? Son téléphone vibra. Un message de lui. « Je sais que tu ne veux pas me parler. Je sais que j'ai tout gâché, mais s'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler. » Florence fixa l'écran sans répondre. Parler. Ils avaient déjà essayé de parler. Ça n'avait servi à rien. Un deuxième message arriva. « J'ai annulé tous mes rendez-vous de la journée. Je t'attends. » Cette phrase la fit tressaillir. Benoît, qui annulait ses rendez-vous. C'était du jamais vu. Un troisième message. « Florence, je t'en prie. Donne-moi une dernière chance de t'expliquer. Après, si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. » Elle montra les messages à Camille, qui haussa les sourcils. « Il a annulé ses rendez-vous? Ça, c'est nouveau. Ou alors c'est un mensonge de plus. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. » Florence hésita encore une heure, puis elle prit sa décision. Elle allait rentrer, pas pour lui donner une chance, mais pour mettre les choses au clair, définitivement, pour clore ce chapitre de sa vie avec dignité. En quittant l'appartement de Camille, elle ne savait pas qu'à quelques kilomètres de là, Benoît était effectivement resté chez eux, assis dans la bibliothèque familiale, un livre ouvert devant lui, le journal d'Éloise Laville, et qu'il venait de lire quelque chose qui allait tout changer. Florence tourna la clé dans la serrure avec des gestes mécaniques, le cœur battant. L'appartement était silencieux, mais pas du silence habituel. C'était un silence tendu, électrique, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « Benoît » appela-t-elle en refermant la porte. « Je suis en bas, dans la bibliothèque. » Sa voix venait de l'hôtel particulier de la famille Laville, à quelques rues de là. Florence fronça les sourcils. Que faisait-il là-bas un vendredi après-midi? Elle prit le métro jusqu'au 16e arrondissement, ses pas résonnant dans les rues pavées du quartier huppé. Devant la lourde porte en chêne de la bibliothèque, elle hésita un instant. Après cette conversation, tout serait peut-être fini entre eux. Elle poussa la porte et le trouva assis à la grande table de travail, le journal d'Éloise ouvert devant lui. Ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains dedans des dizaines de fois. Il avait retiré sa veste et desserré sa cravate. Pour la première fois depuis longtemps, il paraissait vulnérable. « Tu lis le journal d'Éloise » demanda-t-elle en s'arrêtant à distance respectueuse. Depuis ce matin, il leva les yeux vers elle et elle fut frappée par leur intensité. « Florence, il faut que tu entendes ça. »« Benoît, je ne suis pas venu pour... S'il te plaît. » Sa voix était suppliante. « Juste ça. Après, si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. » Malgré elle, Florence s'approcha. Benoît commença à lire d'une voix rauque. « Henri est parti ce matin pour son bureau sans même me regarder. Nous avons vécu la même scène hier et avant-hier et tous les jours de cette semaine maudite. Je me demande si nous ne sommes pas en train de mourir d'indifférence. Non, pas mourir, c'est pire. Nous continuons à vivre mais séparément, comme deux fantômes qui entraient la même maison. » Florence sentit sa gorge se serrer. Les mots d'Éloise résonnaient avec une précision douloureuse.
Benoît tourna la page et continua. Aujourd'hui, j'ai trouvé le courage de lui dire mes 4 vérités. Je lui ai dit qu'il m'avait perdu, que nous nous étions perdus. Il m'a regardé comme si je venais de le gifler, puis il est parti, comme il part toujours quand les choses deviennent difficiles. Benoît, attends, ce n'est pas fini. Il chercha un passage plus loin dans le journal. Voilà, écoute ça. Henri est revenu ce soir avec des violettes. Pas pour s'excuser, il ne s'excuse jamais, mais pour me dire quelque chose d'essentiel. Il m'a dit « Éloise, j'ai passé ma journée à me demander comment j'en étais arrivé à être heureux partout, sauf avec toi. Comment j'avais pu oublier que tu étais la seule personne au monde avec qui j'avais vraiment envie d'être heureux. » Florence ferma les yeux. Ces mots étaient exactement ce qu'elle avait voulu entendre de Benoît depuis des mois. « Et tu sais ce qu'elle répond ?» continua Benoît. Florence rouvrit les yeux et secoua la tête. « Je lui ai dit que les mots, c'était bien, mais que j'avais besoin de preuves, que j'avais besoin qu'il me choisisse, pas qu'il me promette de me choisir. Alors, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il a pris ma main et il m'a dit « Montre-moi comment. Apprends-moi à te choisir parce que j'ai oublié comment on fait, mais je veux réapprendre. » Benoît referma doucement le journal et regarda Florence droit dans les yeux. « Florence, j'ai oublié comment on fait. Comment on choisit la personne qu'on aime, comment on la voit vraiment, comment on la rend heureuse. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais je veux réapprendre. » Florence sentit les larmes monter. Elle avait préparé des mots durs, des reproches définitifs, une rupture nette. Mais face à cette vulnérabilité, elle se retrouvait désarmée. « Benoît, tu as déjà dit ça. Pas comme ça. Pas en comprenant vraiment ce que ça signifiait. » Il se leva et contourna la table pour se rapprocher d'elle. « Hier soir, quand j'ai trouvé ton mot, j'ai eu peur. Vraiment peur. Pas peur de me retrouver seule, peur de t'avoir perdu pour de bon. Tu m'avais déjà perdu, je sais. Et c'est ça le plus terrible. Je t'avais perdu sans même m'en rendre compte. » Il était maintenant à quelques pas d'elle, assez près pour qu'elle puisse voir les cernes sous ses yeux, la tension dans ses traits. « Florence, cette photo sur Instagram, tu as raison. J'étais heureux. Mais tu sais quoi? En rentrant chez nous ce soir-là, en trouvant ton mot, j'ai réalisé que ce bonheur était vide, complètement vide, parce que tu n'étais pas là pour le partager. Benoît, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de me croire. Je te demande juste de me montrer comment te choisir, comment nous choisir. » Florence le regarda longuement. Cet homme brisé qui se tenait devant elle ressemblait enfin à celui qu'elle avait épousé, vulnérable, authentique, présent. « Je ne sais pas si j'en ai encore la force, » murmura-t-elle en détournant le regard vers les rayonnages. Florence se dirigea vers l'étagère où elle avait trouvé la photographie, lui tournant le dos, les épaules tendues. Elle effleura du bout des doigts les reliures anciennes, perdue dans ses pensées. Peut-être qu'on devrait juste... Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. En un geste impulsif et silencieux, Benoît était derrière elle. Il fit volte-face dans ses bras et, sans un mot, sans prévenir, il captura ses lèvres dans un baiser. Un vrai baiser volé. Florence écarquilla les yeux de surprise, le souffle coupé. Ses mains se posèrent instinctivement sur la poitrine de Benoît, d'abord pour le repousser. Ce baiser était désespéré, affamé, chargé de tout l'amour qu'ils avaient laissé mourir de faim. Un baiser qui goûtait les larmes, les regrets, mais aussi l'espoir fou. Un baiser arraché au silence, volé au moment où elle baissait la garde. « Benoît » protesta-t-elle contre ses lèvres, mais sa résistance faiblissait déjà. Toute la colère, toute la douleur, tout l'amour refoulé explosa d'un coup. Malgré elle, elle lui rendit son baiser avec une passion qui les surprit tous les deux. Quand ils se séparèrent, essoufflés, Florence avait les joues mouillées de larmes. « Ce baiser ne répare pas tout », chuchota-t-elle contre ses lèvres. « Je sais », répondit-il en caressant ses cheveux. « Mais c'est un début, un vrai début. » Ils restèrent là, front contre front, dans la lumière dorée de la bibliothèque, entourés des secrets d'Éloise et Henri. Deux couples séparés par un siècle, mais unis par la même bataille, celle de deux personnes qui tentèrent de retrouver le chemin l'une vers l'autre. « Benoît, oui, montre-moi que ce baiser n'était pas un mensonge. Comment? En me choisissant. Vraiment, tous les jours. » Il prit ses mains dans les siennes et les porta à ses lèvres. « Tous les jours, » promit-il, « à partir de maintenant. » Et pour la première fois depuis des mois, Florence osa croire que peut-être, leur amour n'était pas mort. Peut-être qu'il venait juste de renaître. Le trajet de retour vers leur appartement se fit dans un silence électrique. Florence regardait par la vitre du taxi, ses doigts effleurant inconsciemment ses lèvres encore brûlantes de ce baiser volé. Elle était encore sous le choc, pas de colère,
mais de surprise, et surtout de la façon dont son corps avait réagi malgré elle. Benoît l'avait prise au dépourvu, avait volé ce baiser au moment où elle s'y attendait le moins. Et le plus troublant, c'était qu'elle l'avait voulu, vraiment voulu. Pour la première fois depuis des mois, elle avait senti le désir réveiller chaque cellule de son corps. « Florence », murmura Benoît dans le taxi, sa voix incertaine, « je n'aurais peut-être pas dû… »« Si », l'interrompit-elle sans le regarder, surprise par sa propre réponse. « Tu aurais dû, Florence », murmura Benoît quand ils arrivèrent devant leur immeuble. « Ce baiser, je n'avais pas prévu de me voler un baiser ?» Elle se tourna enfin vers lui, et il vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'osait espérer. Pas de la colère, mais une vulnérabilité nouvelle. « C'est la première fois depuis des mois que tu fais quelque chose d'impulsif avec moi. Tu n'es pas fâché ? Je suis… » Elle chercha ses mots. « Je suis troublée, parce que j'ai aimé que tu le prennes, ce baiser. J'ai aimé ne pas avoir le choix de réfléchir, de me protéger, parce que c'était le seul endroit où je pouvais encore te sentir proche de moi. Ces livres que tu restaures, c'est ton univers. Et j'ai réalisé que je ne connaissais plus rien de ton univers. » Cette réponse toucha Florence plus profondément qu'une déclaration d'amour. Il avait cherché à la comprendre à travers son travail, ses passions. C'était nouveau. Dans l'appartement, ils se retrouvèrent face à face dans le salon, maladroits comme deux adolescents après un premier baiser. « Tu as mangé ?» demanda Benoît. « Non. Et toi ?»« Non plus. » Florence esquissa un sourire. Cette conversation banale prenait soudain des airs de négociation diplomatique. « Je pourrais préparer quelque chose, » proposa-t-elle, « si tu veux. J'aimerais cuisiner avec toi, comme avant, comme avant. » Ces mots résonnèrent entre eux. Il y avait eu un avant, un temps où ils préparèrent les repas ensemble, où Benoît goûtait les sauces en faisant des grimaces comiques, où il riait des catastrophes culinaires. « D'accord, » dit Florence, « mais je choisis le menu, tout ce que tu veux. » Dans la cuisine, leurs gestes étaient hésitants au début. Benoît éplucha les légumes pendant que Florence préparait une sauce. Ils se croisaient près de l'évier, se frôlaient en attrapant les ustensiles, chaque contact créant une petite étincelle d'électricité. « Tu te souviens de la première fois qu'on a cuisiné ensemble ?» demanda Florence en remuant sa sauce. « Chez toi, rue de la Roquette, tu voulais m'impressionner avec ton fameux risotto, et j'avais cramé le riz, complètement carbonisé. On a fini par commander des pizzas. » Ils sourirent tous les deux au souvenir. C'était la première conversation nostalgique qu'ils partageaient depuis des mois sans que cela soit douloureux. « Benoît ?» Florence posa sa cuillère et se tourna vers lui. « Ce matin, quand tu as dit que tu avais annulé tes rendez-vous, c'était vrai ? J'ai reporté 3 réunions et confié 2 dossiers à mon associé. » Il s'essuya les mains et la regarda droit dans les yeux. « Pour la première fois en 10 ans, j'ai dit à ma secrétaire que j'avais une urgence personnelle plus importante que le travail. Et ça t'a fait quoi ? Peur, et puis soulagé. » Florence hocha lentement la tête. Elle comprenait. Pendant des années, Benoît s'était construit une identité professionnelle si forte qu'il avait oublié qui il était en dehors du bureau. « Tu sais ce qui m'a le plus manqué ?» dit-elle en reprenant sa cuillère. « Nos conversations. Vraiment parler. Pas juste échanger des informations pratiques. De quoi tu as envie de parler ?» Cette question si simple l'a pris au dépourvu. Depuis quand ne lui avait-il pas demandé ce qu'elle avait envie de partager ? « Du livre que je restaure en ce moment. » C'est un recueil de lettres d'amour du XVIIIe siècle, des lettres qu'un homme écrivait à sa femme quand il voyageait pour ses affaires. Et elles disent quoi ? Qu'elle lui manquait. Que les succès professionnels n'avaient de saveur que s'il pouvait les partager avec elle. Que, elle hésita, que l'amour, c'était de choisir de penser à l'autre même quand on était submergé par ses propres obligations. Benoît arrêta d'éplucher ses carottes. Ses mots le touchaient comme des flèches bien ajustées. « Florence, ces derniers mois, ces dernières années, je ne pensais plus à toi. Même quand j'étais avec toi, je pensais à autre chose. Je sais. Et aujourd'hui, en lisant le journal d'Éloise, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Quoi ? Que j'avais oublié pourquoi je t'avais épousé. Pas l'amour. Ça, je m'en souvenais vaguement. Mais pourquoi toi ? Pourquoi tu étais devenu indispensable à ma vie ? » Florence sentit sa gorge se serrer. « Et maintenant ? Maintenant, je me souviens. » Il posa son couteau et s'approcha d'elle. « Tu es la seule personne qui me fasse rire vraiment. La seule qui me comprenne quand je suis complètement à côté de mes pommes. La seule avec qui je peux être juste, moi. » Il tendit la main vers elle, paume ouverte. Une invitation, pas une demande. Florence regarda cette main tendue. Quelques jours plus tôt, elle aurait refusé. Hier encore, elle se serait méfiée. Mais ce baiser dans la bibliothèque avait changé quelque chose. Pas tout. Elle n'était pas naïve, mais quelque chose d'essentiel.
Elle posa sa main dans la sienne. « Benoît, je ne veux plus jamais me sentir invisible dans ma propre maison. Plus jamais. Je ne veux plus que tu choisisses automatiquement ton travail plutôt que nous. Plus jamais. Et je ne veux plus faire semblant que tout va bien quand ça ne va pas. Plus jamais. » Ils se regardèrent longuement, leurs mains entrelacées au-dessus des légumes à demi épluchés. « C'est notre deuxième première chance, » murmura Florence. « Notre dernière? Ça dépend de toi, de nous. » Benoît porta leurs mains jointes à ses lèvres et embrassa doucement les doigts de Florence. « Alors ne la gâchons pas. » Le dîner fut simple, pâtes aux légumes et conversation hésitante. Mais pour la première fois depuis des mois, ils mangèrent face à face, téléphone éteint, en se regardant vraiment. Et quand ils montèrent se coucher ce soir-là, Florence ne prit pas la direction de la chambre d'amis. Elle s'arrêta devant leur chambre conjugale et regarda Benoît. « On peut essayer ?» demanda-t-elle. « Juste dormir, ensemble, comme les gens mariés. » Il sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis une éternité. « J'aimerais beaucoup. » Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils s'endormirent dans le même lit, sans se toucher mais conscients de la présence de l'autre. C'était un début, fragile, mais réel. Les 3 semaines qui suivirent furent comme une danse délicate entre 2 personnes qui réapprenèrent les pas. Benoît rentrait plus tôt, posait des questions, éteignait son téléphone pendant les repas. Florence répondait à ses efforts par de petits sourires, des conversations moins gardées, des gestes tendres retrouvés. Mais, au fond d'elle-même, Florence savait qu'il dansait encore autour du vrai problème. Ce mardi matin, elle se réveilla avec une certitude qui lui serra l'estomac. Benoît dormait à côté d'elle, paisible, une main posée près de son épaule, sans la toucher. Même dans le sommeil, il gardait cette distance respectueuse qu'il maintenait depuis leur réconciliation. Ils faisèrent des efforts. Ils étaient gentils l'un avec l'autre. Ils reconstruisaient leur amitié, mais ils ne reconstruisaient pas leur amour. Florence se leva doucement et descendit préparer le petit déjeuner. Quand Benoît la rejoignit, elle l'observa attentivement. Il lui sourit, l'embrassa sur la joue, s'enquit de ses projets de la journée. Tout était parfait en surface, trop parfait. « Benoît, dit-elle soudain, posant sa tasse avec une détermination qui le fit tressaillir, il faut qu'on parle. Encore ?» Il tentait de plaisanter, mais son sourire était forcé. « Je pensais qu'on allait mieux. »« Justement, on va mieux, mais on ne va pas bien. » Il fronça les sourcils, ne comprenant pas la nuance. « Florence, je fais des efforts. Je rentre plus tôt, je sais, et j'apprécie. Vraiment. » Elle prit une inspiration profonde. « Mais Benoît, nous sommes en train de devenir de très bons amis qui partagent un lit. » Cette phrase le frappa comme une gifle. Il ouvrit la bouche pour protester, puis la referma, réalisant qu'elle n'avait pas tort. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que depuis 3 semaines, tu me traites comme une porcelaine précieuse. Tu fais attention à tout ce que tu dis. Tu contrôles tous tes gestes. Tu es parfait. Et c'est mal ? C'est faux. » Florence se leva et se mit à faire les 100 pas dans la cuisine. Le Benoît que j'ai épousé n'était pas parfait. Il était passionné, impulsif parfois. Il me prenait dans ses bras sans prévenir. Il me volait des baisers comme l'autre jour dans la bibliothèque. Benoît rougit légèrement au souvenir. Je pensais que tu voulais que je sois plus attentionné, plus présent, oui, pas plus policé. Elle s'arrêta face à lui. Benoît, quand est-ce qu'on a fait l'amour pour la dernière fois? La question directe le fit sursauter. Il baissa les yeux, gêné. Je voulais te laisser du temps, ne pas te brusquer. Ça fait 4 mois. Quoi? 4 mois qu'on n'a pas fait l'amour. Et depuis qu'on essaie de se réconcilier, tu ne m'as même pas embrassé vraiment. Pas depuis ce baiser volé. Benoît se leva à son tour, mal à l'aise. Il fit quelques pas vers la fenêtre. Florence, je ne veux pas que tu penses que je profite de la situation, que je confonds réconciliation et quoi? Et désir, et passion? Elle s'approcha de lui. Benoît, regarde-moi. Il se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant. De la peur. Tu as peur de moi? Demanda-t-elle incrédule. J'ai peur de te faire du mal. J'ai peur de mal faire. J'ai peur que si je te touche vraiment, tu réalises que je ne suis plus l'homme que tu as épousé. Cette confession lui coupa le souffle. Voilà donc ce qui se cachait derrière sa politesse, sa retenue, la terreur de la décevoir. Benoît, murmura-t-elle en posant ses mains sur ses joues, tu crois vraiment que je ne sais pas qui tu es? Après 7 ans de mariage, tu as dit que tu ne me reconnaissais plus. J'ai dit que tu m'ignorais. C'est différent. Elle caressa doucement sa joue. L'homme que j'ai épousé est toujours là. Je l'ai vu quand tu as lu le journal d'Éloise. Je l'ai senti quand tu m'as volé ce baiser. Florence, mais cet homme-là ne me demande pas la permission pour me désirer? Les mots tombèrent entre eux comme un défi.
Benoît la regardait intensément, quelque chose s'éveillant dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je suis en train de te dire que je veux mon mari, pas cette version édulcorée et polie. Je veux l'homme qui m'a épousée parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de me toucher. » Elle recula d'un pas et le regarda droit dans les yeux. « Benoît, j'ai besoin de savoir si tu me désires encore. Vraiment. Pas par obligation conjugale, pas par politesse, par envie. »« Bien sûr que je te désire, » répondit-il dans un souffle. « Alors montre-le-moi. » Le défi flottait dans l'air entre eux. Florence voyait la lutte interne de Benoît, entre sa retenue nouvelle et ses instincts d'homme amoureux. « Florence, si on franchit cette étape, oui, il n'y aura plus de retour en arrière possible, plus de politesse, plus de distance de sécurité. C'est exactement ce que je veux. » Benoît la regardait comme s'il la voyait pour la première fois depuis des mois. Pas comme sa femme qu'il devait reconquérir, pas comme un problème à résoudre, mais comme la femme qu'il désirait. « Tu en es sûr, Benoît ?» dit-elle en s'approchant dangereusement de lui. « Si tu ne m'embrasses pas dans les 10 secondes qui viennent, je vais penser que notre mariage est vraiment mort. » C'était un ultimatum, le dernier. Benoît la regarda encore un instant, puis quelque chose se libéra en lui. Il l'attrapa par la taille et l'attira contre lui d'un mouvement ferme, possessif. Cette fois, quand il l'embrassa, ce ne fut pas un baiser volé à la surprise. Ce fut un baiser réclamé, voulu, assumé. Un baiser d'homme qui reprend ce qui lui appartient. Florence fondit contre lui, sentant enfin retrouver l'homme qu'elle avait épousé. Pas le fantôme poli des dernières semaines, mais Benoît dans toute sa force, son désir, sa passion. Quand ils se séparèrent essoufflés, elle sourit pour la première fois avec une joie pure. « Voilà, » murmura-t-elle contre ses lèvres, « voilà mon mari. »« Je t'ai manqué ?» demanda-t-il, les mains toujours fermement posées sur sa taille. « Terriblement. »« Alors ne me demande plus jamais de garder mes distances. Plus jamais. » Et cette fois, quand il l'embrassa encore, Florence sut que leur mariage n'était plus seulement ressuscité. Il était vivant. 6 mois plus tard, Florence posa délicatement la dernière page restaurée du journal d'Éloise-la-Ville dans son classeur de protection. Le projet était terminé. L'histoire d'amour centenaire avait retrouvé sa beauté d'origine, chaque mot soigneusement préservé pour les générations futures. Elle ferma les yeux et sourit. Comme il était étrange de penser qu'un journal poussiéreux avait été l'instrument de leur propre renaissance. « Tu as fini ?» La voix de Benoît résonna doucement dans la bibliothèque. Florence se retourna et le trouva appuyé contre le chambranle de la porte, les manches de sa chemise retroussées, une tasse de thé fumante dans chaque main. Il avait pris l'habitude de venir la retrouver ici les vendredis après-midi, transformant leur fin de semaine en rituel partagé. « La dernière page ?» confirma-t-elle en acceptant la tasse qu'il lui tendait. « Éloise et Henri peuvent reposer en paix. Et nous ?» Cette question la fit sourire. Benoît avait changé, pas complètement. Il travaillait toujours dur, avait toujours ses dossiers complexes et ses responsabilités. Mais il avait appris à doser, à choisir. Surtout, il avait appris à poser les bonnes questions. « Nous sommes vivants, » répondit-elle en s'approchant de lui. « Vraiment vivants, scandaleusement vivants. » Il rit et l'attira contre lui d'un geste naturel. Florence aimait cette aisance retrouvée, cette façon qu'il avait désormais de la toucher sans hésitation, de réclamer sa proximité comme un droit reconquis. « J'ai une proposition, » dit-il en déposant un baiser dans ses cheveux. « Je t'écoute. Un week-end, juste nous deux, dans cette petite maison en Normandie où nous étions allés pendant notre première année de mariage. » Florence leva la tête vers lui, surprise. Il n'était jamais retourné à Étretat depuis cette époque. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que je veux te dire quelque chose d'important là-bas, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Dans ses yeux, elle vit cette intensité qu'elle avait retrouvée 6 mois plus tôt et qui ne l'avait plus quittée depuis. Benoît était redevenu un homme de passion, de gestes spontanés, de décisions impulsives, mais cette fois, toutes dirigées vers elle. « D'accord, » dit-elle simplement. Le week-end suivant, ils prirent la route vers la Normandie dans la vieille Citroën de Benoît, les fenêtres ouvertes, partageant des souvenirs et des silences complices. Florence observait le paysage défiler, étonnée de constater à quel point elle se sentait légère. Quand avait-elle cessé de porter ce poids constant sur la poitrine? La petite maison n'avait pas changé. Perchée sur la falaise, elle offrait toujours cette vue imprenable sur la mer et les célèbres arches d'Étretat. Mais eux avaient changé. Le couple qui franchit le seuil cette fois était différent de celui qui s'était aimé ici 8 ans plus tôt. Il était plus fort, plus conscient, plus fragile aussi peut-être, mais d'une fragilité assumée. Le premier soir, ils dînèrent sur la terrasse face à la mer, les bougies vacillant dans la brise marine. Benoît semblait nerveux,
ce qui intrigua Florence. Depuis leur réconciliation, il avait retrouvé son assurance, sa capacité à occuper l'espace. Ce soir, il paraissait presque timide. « Benoît, qu'est-ce qui te tracasse ?» Il posa ses couverts et la regarda intensément. « Florence, ces 6 derniers mois ont été les plus beaux et les plus terrifiants de ma vie. » « Terrifiants, parce que j'ai réalisé à quel point j'avais failli te perdre, à quel point je t'avais déjà perdu, en fait. » Il prit sa main par-dessus la table. « Et parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. »« Quoi ? » ?»« Que je ne t'avais jamais vraiment épousé. » Florence fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Il y a 8 ans, j'ai épousé une femme que j'aimais, c'est vrai. Mais je l'ai épousée en pensant qu'elle s'adapterait à ma vie, qu'elle s'intégrerait dans mes projets, mes ambitions. » Sa voix se fit plus grave. « Je ne l'ai pas épousée pour construire une vie avec elle. Je l'ai épousée pour qu'elle vienne embellir la mienne. » Florence sentit sa gorge se serrer. Ces mots exprimaient exactement ce qu'elle avait ressenti sans jamais réussir à le formuler. « Et maintenant ?» demanda-t-elle dans un murmure. Benoît se leva et contourna la table pour s'agenouiller près de sa chaise. De sa poche, il sortit une petite boîte de velours noir. « Maintenant, je voudrais vraiment t'épouser. » Florence écarquilla les yeux. Ce n'était pas leur bague de fiançailles dans la boîte, mais un anneau simple, élégant, gravé de mots qu'elle ne pouvait lire dans la lumière des bougies. « Florence Duret, » continua Benoît, sa voix tremblant légèrement. « Veux-tu m'épouser? Pas épouser mes ambitions ou mes projets. M'épouser-moi. Avec mes défauts, mes obsessions, ma tendance à oublier l'essentiel quand je suis stressé. » Les larmes montèrent aux yeux de Florence. « Veux-tu qu'on construise vraiment quelque chose ensemble? Qu'on se choisisse tous les jours, consciemment, volontairement ?» Elle regarda cet homme agenouillé devant elle, cet homme qui avait failli la perdre et qui avait appris, presque trop tard, ce que signifiait vraiment aimer. « Et si tu recommences à m'oublier ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Alors tu me le diras, et je me souviendrai, parce que maintenant, je sais ce que ça coûte de t'oublier. » Florence tendit sa main gauche, celle qui portait encore son alliance d'origine. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je veux t'épouser, vraiment t'épouser. » Benoît glissa le nouvel anneau à côté de l'ancien. Florence lut enfin la gravure. « Choisis-moi encore. »« Tous les jours ?» demanda-t-elle en caressant les lettres gravées. « Tous les jours. » Ils s'embrassèrent sur cette terrasse face à la mer, 2 personnes qui venèrent de se fiancer pour la 2e fois avec la même personne. Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une tendresse et une passion mêlées, comme s'ils se découvraient pour la première fois tout en se retrouvant après une longue absence. Le lendemain matin, réveillée dans les bras de Benoît, Florence regarda par la fenêtre les mouettes qui dansaient au-dessus des vagues. Elle pensait au journal d'Éloise, à tous ces couples qui avaient lutté avant eux pour préserver leur amour des années qui passent. « À quoi tu penses ?» murmura Benoît contre son cou. « Que nous ne sommes pas des survivants. »« Non, nous sommes des renaissants. » Il resserra ses bras autour d'elle, et Florence sut avec certitude que cette fois, leur histoire était écrite pour durer. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'ils avaient appris à la réparer. Leur mariage n'était plus mort, il était immortel. La bibliothèque de la famille Laville résonnait de rires d'enfants et de conversations animées. Florence ajusta la petite robe bleue de sa nièce de 4 ans et sourit en voyant Benoît expliquer avec un sérieux comique à son neveu de 6 ans pourquoi il ne fallait pas toucher aux livres anciens avec les doigts pleins de chocolat. « Tante Florence ?» chuchota la petite Léa en tirant sur sa manche. « Pourquoi oncle Benoît il fait des grimaces bizarres ?» Florence suivit le regard de l'enfant et éclata de rire. Benoît imitait un livre qui pleurait parce qu'on l'avait taché, faisant rire aux éclats le petit Gabriel. « Parce qu'il est heureux, » répondit Florence, « très heureux. » Camille s'approcha, un verre de champagne à la main et un sourire attendri sur le visage. « Je ne l'avais jamais vu comme ça avec les enfants, » observa-t-elle. « On dirait qu'il a découvert une nouvelle facette de lui-même. Il découvre beaucoup de choses ces derniers temps. » C'était vrai. Depuis leur seconde lune de miel à Étretat, Benoît semblait avoir déverrouillé des parties de sa personnalité qu'il avait longtemps bridées. Il riait plus fort, parlait plus librement, se permettait d'être spontané même devant sa famille. « Et toi ?» demanda Camille. « Tu rayonnes. » Florence toucha inconsciemment son ventre encore plat. Elle et Benoît avaient décidé d'essayer d'avoir un enfant 6 mois plus tôt. Elle n'était pas encore enceinte, mais l'idée même de construire une famille avec lui l'emplissait d'une joie anticipée. « Nous rayonnons, » corrigea-t-elle. « Ensemble. » La mère de Benoît, Marguerite, s'approcha d'elle avec l'élégance de ses 70 ans. « Florence, ma chérie, cette réception pour célébrer la fin de tes restaurations est magnifique, et voir Benoît ainsi. » Elle observa son fils qui faisait maintenant semblant d'être un chevalier défendant les livres contre l'invasion des petites mains sales. « C'est mon fils. »
Mais ce n'est plus l'homme tendu que j'ai connu pendant des années. Il a appris à jouer, dit Florence simplement. Vous avez appris à jouer ensemble, corrigea Marguerite avec un sourire complice. Et c'est tout l'art du mariage. Benoît leva les yeux vers Florence et lui fit un clin d'œil par-dessus la tête des enfants. Ce simple geste, si naturel maintenant, la fit fondre comme au premier jour. « Maman » appela Benoît, « viens voir. Gabriel voudrait que tu lui racontes l'histoire du chevalier qui a sauvé la princesse bibliothécaire. »« La princesse bibliothécaire » répéta Marguerite amusée. « Oui, celle qui savait réparer les livres cassés et qui a appris au chevalier que parfois, les plus belles histoires sont celles qu'on écrit à deux. » Florence sentit ses yeux s'embuer. Même dans ces histoires inventées pour les enfants, Benoît trouvait le moyen de parler d'eux. La soirée se déroula dans une atmosphère chaleureuse. Florence circulait entre les invités, parlant de ses projets de restauration, écoutant les anecdotes de la famille Laville, observant Benoît qui naviguait naturellement entre conversations professionnelles et jeux avec les enfants. Vers 22 heures, quand les derniers invités furent partis et que la bibliothèque retrouva son silence feutré, Florence et Benoît se retrouvèrent seuls au milieu des verres vides et des assiettes abandonnées. « On range demain » proposa Benoît en l'attirant contre lui. « On range demain » acquiesça Florence en se blottissant dans ses bras. Ils restèrent ainsi un moment, dans le silence complice qui leur était devenu familier. Plus rien à voir avec les silences glacés d'autrefois. C'était un silence choisi, partagé, plein de leur présence mutuelle. « Florence ? Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour où tu m'as confronté dans mon bureau? J'ai dit beaucoup de choses ce jour-là. Tu m'as dit que tu ne voulais plus aimer toute seule. » Florence leva la tête vers lui, intriguée par le ton sérieux de sa voix. « Je m'en souviens. Aujourd'hui, en te regardant avec ma famille, en voyant ton bonheur, j'ai réalisé quelque chose. »« Quoi ? Que moi non plus, je ne veux plus aimer tout seul. » Il caressa tendrement sa joue. « Je veux t'aimer avec toi. Chaque jour, consciemment. Ensemble. C'est ce qu'on fait, non ? Oui. Et c'est pour ça que notre histoire n'est plus une histoire de survie. Non, c'est une histoire de vie, de vraie vie. » Florence sourit et se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Dans ce baiser, il y avait la tendresse des jours heureux, la passion des nuits retrouvées, et quelque chose de neuf, la certitude absolue qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. « Benoît, oui, ramène-moi à la maison. Notre maison, notre maison. » En quittant la bibliothèque ce soir-là, main dans la main, Florence jeta un dernier regard au rayonnage où dormait le journal d'Éloise. Grâce à cette femme d'un autre siècle, ils avaient appris que l'amour ne mourrait jamais vraiment. Il attendait juste qu'on lui donne une seconde chance. Et parfois, si on savait s'y prendre, il revenait plus fort qu'avant. Fin. Après avoir suivi le parcours de Florence et Benoît, nous voulons savoir, croyez-vous qu'un mariage mort puisse renaître complètement? Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a traversé une situation similaire où l'indifférence a failli détruire une relation? Qu'est-ce qui a fait la différence pour sauver ou ne pas sauver cette union? Et la question la plus importante, si vous étiez Florence, auriez-vous donné une seconde chance après des années de négligence émotionnelle? Ou si vous étiez Benoît, auriez-vous réussi à vraiment changer après tant de temps vécu en pilote automatique? Votre participation sur la chaîne est très importante. Merci de laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.